Donc ça vient du talus. Vous voyez, à une vingtaine de centimètres. Ouais, c'est ça. Ouais, il est superbe. Il est bien régulier et c'est du bronze, donc Super bien conservé. ça peut être antique. En tout cas, c'est vieux. Voilà, C'est sympa. vieux. Ouais, c'est sympa, un petit anneau en bronze. Pour en faire quelques-uns, j'en fais rarement en bronze. Ouais. Souvent en ferraille, mais en bronze, pourtant il y a des personnes qui en font, c'est commun. Mais moi, c'est la deuxième fois que j'en fais. Voilà. Ouais, bien. Mon début. Bravo, bravo. Voilà ce que vient de trouver Rodolphe de la chaîne Monsieur Découverte. Donc je fais une sortie avec lui cet après-midi. Et bien, après mon anneau en bronze, regardez ce qu'il vient de faire. Magnifique Rodolphe. Une sortie magnifique pour moi. Ce que je vous dis, moi je viens de faire un anneau en bronze. Donc c'est pareil, quand j'aurai une photo correcte lavée de Rodolphe, il m'enverra et je vous la montrerai. Et c'est magnifique. Une quinzaine de centimètres. Eh bien, un petit poids monétaire. Qui brille en dessous. Ouais, à gratter, allez voir ce que ça pourrait être. Mais ça brille en dessous, ouais. Ça brille en dessous. Intéressant. Quinzaine de centimètres, regardez, j'ai vu la tête de Louis là, et puis là il y a le faisceau, donc c'est de très beaux restes, hein. Donc elle a circulé, c'est un double sol, un dos sol, avec le bonnet phrygien en haut et la colonne, donc un dos sol au faisceau, et là ouais putain ouais, elle est belle. Métal de cloche, moi je dirais. Métal de cloche. Voilà la loulou. On voit bien son visage, son nez crochu. Mon nez 18e. Fait toujours plaisir. Voilà. Comme quoi il en reste encore dans ce bois. Si à leur mort, nombre de femmes et d'hommes ont vu leur nom associé éternellement à l'histoire, il en est un qui est rentré dans la légende avant même que son corps ne redevienne poussière. Bon nombre de rois et princes ont gravi les signes de l'immortalité, couchés sur le mythe d'un ancêtre plus ou moins distingué, mais celui qui porta fièrement le sobriquet de Cœur de Lion et qui inspira des siècles durant une littérature considérable, a pu à juste titre apprécier de son vivant et pour lui-même le rugissement fracassant de l'éternité. Né en 1157, Richard est le troisième fils d'Aliénor, duchesse d'Aquitaine, et d'Henri de Plantagenet,
Roi d'Angleterre, comte d'Anjou, du Maine, duc de Normandie et d'Aquitaine. Si Richard Cœur de Lion est devenu une figure incontournable du Moyen-Âge, il le doit en grande partie à la personnalité extraordinaire de sa mère Aliénor, femme dotée d'une ambition et d'un caractère hors du commun. En effet, elle a réussi l'exploit d'être reine de France, puis reine d'Angleterre. Un cas exceptionnel. En cette période où l'espérance de vie est terriblement faible, elle atteint les 80 ans et mettra au monde 10 enfants. Contre un père, Henri II, qui se révéla souverain autoritaire et parfois brutal, et une mère, Aliénor, une reine insoumise, intrigante, au tempérament de fer, il n'est pas étonnant que des tensions lourdes de conséquences éclatèrent rapidement au sein du cercle familial. En 1173, le roi d'Angleterre a 4 fils. Henri, Richard, Geoffroy et Jean, qui restera plus connu sous le nom de Jean sans terre, tous s'attendant à hériter des possessions de leur père. Déjà dotés de nombreux fiefs, ils espèrent le remplacer effectivement au pouvoir, poussés pour cela par leur mère qui s'était querellée avec son mari, notamment pour ses trop nombreuses infidélités. La rébellion des fils d'Henri II contre leur père dura 18 mois. Elle causa d'innombrables pertes et quantité de villes et châteaux furent détruits. Les membres fondeurs de la famille durent se résigner face à la puissance de leur père. Richard sera le dernier de ses fils à lui tenir tête. Aliénor, quant à elle, fut tenue captive pendant presque 15 années. Malgré ces événements, quand Henri, le jeune, vient à mourir, en 1183, c'est son frère Richard qui, dans l'ordre de succession, devient prétendant au trône. Henri II disparaît le 6 juillet 1189. Dès son accession au trône, Richard, qui a un tempérament fougueux, décide de se joindre à la troisième croisade, inspirée par la perte de Jérusalem prise par Saladin, sultan d'Égypte et de Syrie. Richard craint que Philippe Auguste, le roi de France, n'usurpe des territoires en son absence. Ce dernier a d'ailleurs les mêmes craintes vis-à-vis de son rival anglais. Ainsi, les deux rois partent ensemble pour la Palestine. Richard et son armée arrivent en Terre Sainte le 10 juin 1191. La ville, assiégée depuis 2 ans par les Francs, eux-mêmes encerclés par l'armée de Saladin, commence à être à bout. L'arrivée du roi Richard, à la fois fabuleux combattant et tacticien, amène la chute d'Acre en juillet 1191. C'est lors de cette victoire que Richard va s'illustrer sombrement en exécutant 3000 prisonniers musulmans. Parce que Saladin tarda à lui remettre une relique de la vraie croix, 2500 prisonniers chrétiens, ainsi qu'une rançon convenue. Il gagna une réputation terrible en Terre Sainte. Son apparition semait la peur et l'épouvante dans le cœur des musulmans. Un siècle plus tard, les mères sarrasines menaçaient encore d'appeler l'ogre Richard pour se faire écouter de leurs enfants désobéissants. La croisade met en évidence la personnalité de Richard, qui se révèle un excellent chef militaire et un guerrier courageux. C'est d'ailleurs de cette époque que lui sera attribué le surnom de Cœur de Lion. Richard part vers Jérusalem, mais il renonce finalement au siège car son armée est affaiblie, contrairement à celle de Saladin. Il est vrai qu'il vient aussi d'apprendre que des intrigues se trament entre son frère Jean sans terre, resté en Angleterre, et le roi Philippe Auguste, rentré en France, et qui a des vues sur la Normandie. Faute d'une victoire militaire décisive, le roi négocie avec Saladin et finit par embarquer le 9 octobre 1192 pour l'Angleterre. Mais durant la traversée, son navire échoue à Corfou. Déterminé à éviter tout nouveau périple maritime, il choisit de rentrer incognito par voie terrestre. Les manœuvres du roi Philippe Auguste aboutissent à sa capture et il est livré à l'empereur Henri VI qui le détient au château de Trifels, en Rhénanie. Une longue captivité dont profite Philippe Auguste. Le roi de France s'entend avec leur frère de prisonnier, Jean sans terre, pour se partager la Normandie. En février 1194, le roi d'Angleterre est libéré au prix d'une rançon faramineuse de 100 000 marks d'argent. Le roi de France aurait aussitôt fait prévenir Jean sans terre avec cette missive plus qu'explicite, puisqu'elle indiquait « Le diable est lâché ». Cette annonce fit souffler un vent de panique dans le rang de ses adversaires. Aussi, une chronique rapporte que le châtelain de Saint-Michael-Smouth, en Cornouailles, fervent partisan de Jean sans terre, mourut d'une crise cardiaque quand on l'informa du prochain retour du roi.
Quant à Jean, qui était tout prêt à ravir le trône, il se replia en Normandie, mais fut rattrapé par son frère à la fin de l'année. Le souverain déclara que Jean, malgré ses 27 ans, n'était qu'un enfant, et il le pardonna, le privant néanmoins de ses terres. Toujours aussi impétueux, Richard Cœur de Lion, son trône tout juste récupéré, repart sur le continent et entre en guerre contre le roi de France. En 10 ans de règne, Richard, qui parlait parfaitement le français, mais n'apprit jamais l'anglais, la langue de son peuple, ne séjourna que 6 mois en tout et pour tout en Angleterre. Une fois arrivé en Normandie, Richard parvient à redresser la situation. Il fait construire une série de châteaux, dont Château-Gaillard. Le conflit, long, va durer 5 ans, entrecoupé seulement de quelques trêves qui ne seront jamais respectées. Durant l'année 1198, il bat une première fois Philippe Auguste entre Garnache et Vernon, puis une deuxième fois le 27 septembre lors de la bataille de Gisors, où le roi de France manque de se faire tuer. Chargeant à la tête d'un régiment de cavalerie, il aurait d'ailleurs déclaré « Non, je ne fuirai pas devant mon vassal ». Cependant, les Français prennent la fuite par le pont qui mène à la ville de Gisors. Suite à ces innombrables frasques dévastatrices entre les deux monarques, le pape lui-même finit par imposer une trêve. Celle-ci ne profitera guère au roi Richard Ier. Sitôt la trêve conclue avec le roi de France, il se détourne la Normandie pour un nouveau théâtre d'opération. Le vicomte Aymar de Limoges s'est rebellé contre lui. Le baron rebelle possède notamment le château de Chalut-Chabrol que Richard vient d'assiéger en personne. Le 26 mars 1199 au soir, le roi inspecte les défenses devant les fossés. Il s'écarte imprudemment du grand bouclier en bois qu'on porte devant lui pour le protéger. Du haut du rempart, un ennemi en profite pour lui décocher un carreau d'arbalète qui se plante dans l'épaule du souverain. Comme toujours, l'intervention maladroite d'un chirurgien aggrave le mal. La gangrène s'installe et le 6 avril, Richard meurt à l'âge de 42 ans. La légende veut que le roi ait pardonné à l'auteur du tir d'arbalète, un certain Pierre Basile, chevalier de petite noblesse locale. Le corps de Richard est enterré en l'abbaye de Fontevraud, son cœur embaumé est enfermé dans un reliquaire en la cathédrale de Rouen. En mai 1199, Jean, son frère, récupère finalement le trône. Richard Cœur de Lion incarne une partie des fantasmes qui entourent le Moyen-Âge. Sa générosité et ses largesses vis-à-vis de ses alliés et serviteurs semblent avoir été contrebalancées par une facilité à s'emporter et de violentes colères qui l'amenèrent à prendre des décisions inconsidérées. Il fait cependant partie de ces personnages légendaires associés aux croisades, à la chevalerie ou l'amour courtois. Les poèmes des troubadours le comparèrent aux plus grands héros tels César ou Roland de Roncevaux. L'époque, bercée par les aventures d'Arthur et des compagnons de la table ronde,
furent particulièrement sensibles au coup d'éclat à la simple évocation de Richard, le roi chevalier, le roi au cœur de lion.